Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question fascinante. Comment des philosophes ont tenté de mettre de l'ordre dans l'outil le plus puissant, mais aussi le plus chaotique que l'humanité ait jamais créé, le langage. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, rien de tel que cette phrase de Ludwig Wittgenstein, l'une des stars de notre histoire. La langue usuelle déguise la pensée. C'est une super image en fait. C'est comme si les mots qu'on utilise au quotidien étaient des vêtements un peu amples qui cachent la vraie structure, la vraie logique de nos idées. Tenez, prenons cet exemple ultra classique. L'actuel roi de France est chauve. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Une petite phrase toute simple. Et pourtant, elle a donné des migraines à des générations de philosophes. Alors, réfléchissons-y 2 secondes. Est-ce que c'est vrai? Bah non, évidemment, puisqu'il n'y a pas de roi de France. D'accord? Alors est-ce que c'est faux? Si c'est faux, ça voudrait dire que son contraire est vrai. L'actuel roi de France n'est pas chauve. Mais ça pose exactement le même problème. Alors quoi? La phrase est juste absurde? Vous voyez le bazar? C'est précisément ce genre de nœud au cerveau que les premiers philosophes analytiques ont voulu éliminer. Ce qui nous amène à leur première grande idée, une idée assez folle en fait, la quête d'un langage parfait. Pour eux, le constat était sans appel. Le langage de tous les jours, c'est un peu un marécage, plein d'ambiguïtés, de sous-entendus. C'est génial pour la poésie, mais pour la science et la logique, où la précision est reine, c'est une catastrophe. Et leur ambition était immense, construire de A à Z une nouvelle langue. Une langue si exacte que raisonner deviendrait aussi simple qu'un calcul et qu'une erreur de logique sauterait aux yeux comme un 2 plus 2 égale 5. Fini les intuitions trompeuses. Le grand pionnier de cette aventure, c'est Gottlob Frege. Et lui, il a tout renversé. Fini la vieille grammaire avec sujet et prédicat. Il a proposé un modèle mathématique. Une phrase fonctionne comme une équation. S mortel, c'est la fonction, Socrate, c'est l'argument qu'on met dedans, et le résultat est soit vrai, soit faux. C'est une révolution. Et voilà à quoi ça ressemblait. C'est l'idéographie de Frege. Bon, d'accord, ça a l'air un peu barbare. Mais l'idée, c'est que chaque trait, chaque symbole a une fonction logique unique et précise. L'objectif, c'était d'écrire la pensée à l'état pur, débarrasser des illusions du langage de tous les jours. Par exemple, ce symbole transforme une phrase complexe comme « si B est vrai, alors A est vrai » en une seule opération visuelle. La logique devient littéralement un calcul, une sorte de machine à raisonner. Seulement voilà, ce projet grandiose a fini par se heurter à un mur. Et c'est là que notre histoire prend un virage à 180 degrés. Parce qu'une question s'est posée, toute simple mais redoutable. Est-ce qu'un langage parfait peut vraiment décrire un monde qui, lui, est imparfait? Notre vie n'est pas toujours logique et bien rangée. En voulant tout enfermer dans des boîtes rigides, est-ce qu'on ne perd pas quelque chose d'essentiel? Et c'est là que Wittgenstein, qui avait poussé cet idéal à son maximum, revient sur scène et dit, en gros, stop, on a fait fausse route. Il a réalisé que le problème, ce n'était peut-être pas le langage, mais notre obsession à vouloir qu'il soit une seule chose, parfaite et unique. Il a alors introduit un concept révolutionnaire, le jeu de langage. L'idée, c'est que le sens d'un mot n'est pas une étiquette collée sur un objet. Non, le sens d'un mot, c'est l'usage qu'on en fait dans un contexte, dans une activité précise, dans un jeu. La meilleure image, c'est sa fameuse boîte à outils. Le langage, ce n'est pas un seul marteau ultra perfectionné, non, c'est une caisse pleine d'outils très différents. On a des mots pour décrire, bien sûr, mais aussi pour commander, pour plaisanter, pour questionner, pour prier, et on ne juge pas un tournevis sur sa capacité à planter un clou. Et cette nouvelle façon de voir les choses va complètement changer le travail même de la philosophie. Le but n'est plus de construire un système parfait, c'est plutôt de devenir une sorte de thérapeute du langage. La philosophie sert à dénouer les nœuds conceptuels qu'on se fait nous-mêmes, juste parce qu'on utilise le mauvais outil au mauvais moment ou qu'on mélange les règles de différents jeux de langage. Un excellent exemple de ça, c'est l'erreur de catégorie du philosophe Gilbert Ryle. Imaginez qu'on fasse visiter une université. On montre les amphis, la bibliothèque, les labos, et à la fin le visiteur demande « Ok, j'ai tout vu, mais où est l'université ?» L'erreur, c'est de traiter l'université comme un bâtiment de plus, alors qu'elle appartient à une autre catégorie logique. C'est l'organisation de tout ça. C'est avec cette idée que Ryle s'est attaqué au vieux problème du corps et de l'esprit. Pour lui, parler de l'esprit comme d'un fantôme qui pilote la machine du corps, c'est une gigantesque erreur de catégorie. On applique le langage des objets physiques à quelque chose qui ne fonctionne pas du tout comme ça. Bon, après tout ce voyage, du langage parfait à la boîte à outils, concrètement, qu'est-ce qu'on en retire aujourd'hui? L'essentiel, c'est que cette tradition nous a laissé des outils intellectuels très puissants. Pour penser plus clairement, il faut d'abord remettre en question les mots qu'on utilise. Ensuite, il faut débusquer les suppositions cachées, comme dans l'histoire du roi de France. Et enfin, toujours se demander à quel jeu on joue, comme nous l'a appris Wittgenstein. Au fond, cette exploration nous montre que la manière dont on parle influence profondément la manière dont on pense.
Apprendre à maîtriser son langage, c'est tout simplement apprendre à maîtriser sa pensée. C'est ça, l'héritage durable de la philosophie analytique. Et pour finir, une question pour y réfléchir. Juste là, maintenant, en écoutant cette analyse, en apprenant, en réfléchissant, à quel jeu de langage est-on en train de participer en ce moment même? La réponse pourrait bien en dire long sur ce que c'est que de chercher à comprendre.